de bien. Et en plus, parce que ça s'arrête vraiment même pas à la fin, à la moitié de sa carrière, quoi. Parce que la deuxième, elle est folle. La deuxième. Oh, bah. J'appuie sur le bouton. Allô, allô. Ah, c'est mieux. Ok. Euh, Bonjour. Merci d'être là par un après-midi de beau temps, un dimanche. Ravi de revoir des visages amis, de revenir au ciné-club. Euh, on termine le premier cycle de cette année, qui a été consacré donc au lien entre des écrivains et des cinéastes. Alors c'est intéressant de terminer sur ce film-là pour plusieurs raisons. D'abord parce que Samuel Fuller, dont vous allez voir un des tout derniers films qu'il a réalisé au début des années 80 en 82, est un homme de l'écrit. C'est quelqu'un qui a été journaliste, qui a été scénariste, scénariste pour les autres, scénariste pour lui-même, qui a été et qui est journaliste et écrivain aussi, qui a écrit pas mal de romans. C'est intéressant parce que, évidemment, ça nous permettra de poursuivre un petit peu ce que nous avions entamé la précédente fois quand on avait fait cette petite conférence sur les écrivains du 7e art, sur les liens de Romain Gary avec le cinéma, puisque le film que vous allez voir est adapté de Chien blanc, un roman que Gary a écrit à la fin des années 60. Donc ça nous permettra un petit peu tout à l'heure d'éclairer encore un petit peu les liens de Gary et du cinéma, de parler un peu des liens entre Fuller et Romain Gary, qui sont des liens assez compliqués, vous allez voir, des liens un petit peu houleux. Et le film qui a été fait en 82, donc 2 ans après la mort de Romain Gary, vous savez qu'il s'est suicidé, est dédié, c'est dans le générique à la fin, est dédié à Romain Gary. Enfin, ce qui m'intéresse par rapport au lien qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va commencer à partir du mois prochain un nouveau cycle qui va être consacré aux années 60 à Hollywood. Alors vous allez voir, ce cycle sera un petit peu particulier. On va montrer 2 films qui sont plutôt dans une forme de permanence de la grande forme hollywoodienne, avec évidemment des variations, avec évidemment des petites anicroches qui ont été faites. Mais la conférence introductive par laquelle je débuterai ce cycle le mois prochain, on parlera de cinéastes qui, dans la continuité de Samuel Fuller, ou au diapason du cinéma de Samuel Fuller qui vient d'une génération qui, qui a commencé à tourner à la fin des années 40, sont des cinéastes qui ont un petit peu poursuivi le geste de Samuel Fuller, qui est un cinéaste franc-tireur, c'est le moins qu'on puisse dire, qui n'a jamais fait les choses un peu comme on le lui demandait, ou alors comme on aurait demandé que les choses soient faites dans le cadre des studios. Fuller est plutôt un cinéaste qui fait exploser les codes, qui fait exploser les lignes, qui joue un peu cavalier seul, c'est très iconoclaste, très anarchique comme cinéma, et je pense que le film que vous allez voir en est évidemment témoin. Voilà. Alors, le film que vous allez voir est un film un peu maudit. Je vais pas, peut-être que des gens le savent, mais je vais pas expliquer tout de suite pourquoi c'est un film maudit, parce que je préfère que vous en ayez la surprise, ou plutôt la stupeur, après la séance. Vous verrez que c'est encore plus fort quand vous aurez vu le film. Simplement, ce qui s'est produit, c'est que Fuller venait de réaliser un film qu'il avait mis quasiment 10 ans à réaliser, qui s'appelle The Big Red One, qui s'appelle Au-delà de la gloire. Vous savez que Fuller a été un héros de la Seconde Guerre mondiale. Il était dans le premier régiment d'infanterie de l'armée américaine. Il est parti faire la guerre 6 mois après l'attaque de Pearl Harbor. Et c'est quelqu'un qui a d'ailleurs, qui a une carrière militaire absolument hallucinante, puisque dans ce premier corps d'infanterie, Fuller a fait le débarquement en Afrique du Nord, est resté assez longtemps en Afrique du Nord. Il a fait le débarquement en Sicile, et il a également été dans le débarquement en Normandie, 3 jours après le DD. Il faisait partie vraiment de ce corps d'infanterie qui s'est fait complètement canarder. Et ensuite, il a libéré, il a fait la campagne de France, il est allé jusqu'à Bonn en Allemagne, et il a libéré en Tchécoslovaquie un camp. D'ailleurs, et il a filmé d'ailleurs la libération de ce camp, en découvrant véritablement les camps d'extermination à ce moment-là. Voilà, et il a filmé cela. Mais donc, Fuller, qui a une traversée du désert à la fin des années 60, je vous reparlerai de Fuller tout à l'heure, ne tourne pas beaucoup pendant des années, beaucoup de projets avortés, mais il finit par réaliser ce film qui s'appelle The Big Red One sur sa propre expérience de terrain dans l'armée, Au-delà de la gloire. Et à ce moment-là, il ne sait pas très bien ce qu'il va faire, et il y a un producteur, John Davidson, qui vient le chercher
Et John Davidson, c'est plutôt un producteur de grands films américains, enfin de grands blockbusters américains. Il va produire Starship Troopers, Robocop, des films comme ça. Là, il venait de faire Y a-t-il un pilote dans l'avion? Et il vient chercher Fuller, dont il est fou, qui est vraiment, vraiment un cinéaste qu'il admire, et il lui dit, écoute, ça fait quelques années qu'on a le projet de faire un peu les Dents de la Mer version canine, avec un chien, et pour cela, on s'est inspiré du roman Chien blanc de Romain Gary, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Fuller, alors le projet à l'origine ne devait pas être pour Fuller. On avait évoqué le nom d'Arthur Penn, vous savez Arthur Penn, le réalisateur de Bonnie and Clyde, de Little Big Man, de Georgia, de Missouri Breaks, un très grand cinéaste américain, très important dans l'histoire du cinéma américain, dont je reparlerai dans la conférence le mois prochain à propos de ces cinéastes vraiment importants dans les années 60, qui ont vraiment bousculé les lignes et qui ont vraiment réinventé un peu le cinéma américain. Et après Penn, qui n'a pas pu le faire, le film devait échoir à Roman Polanski. Et même une première version du scénario d'adaptation avait été faite pour Polanski par le scénariste Curtis Hanson. Alors Curtis Hanson, vous venez sans doute d'en entendre parler, puisque c'est un cinéaste qui vient tout juste de décéder. Et c'est le réalisateur, vous savez, de LA Confidential d'après James Ellroy, mais également de Hate Mile avec Eminem, qui a réalisé pas mal de films dans les années 90 et 2000, aussi des thrillers comme La main sur le berceau ou La rivière sauvage avec Meryl Streep. Donc à l'époque, Curtis Hanson est scénariste, il a écrit une première version pour Polanski, dont ils sont à peu près satisfaits, mais Polanski, pour des raisons, on va dire, judiciaires, doit partir. Le film ne se fait pas, ça échoue donc le scénario à Samuel Fuller, qui le réécrit en 11 jours avec Curtis Hanson, qui va totalement, on va dire, refaire vraiment le livre de Gary. Il y a très très peu de liens entre les deux, à part l'intrigue. Il y a très très peu de liens entre le livre et le film, mais je vous montrerai tout à l'heure pourquoi et ce qu'a fait Fuller et ce qui est intéressant dans la version de Fuller, et en particulier par rapport à la fin du film. Mais donc, ils arrivent à faire ce scénario, et le film, 3 jours avant même d'être distribué, on apprend, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, le film ne sera pas distribué aux États-Unis, deviendra donc un film maudit. Il faudra attendre 10 ans aux États-Unis pour que les gens puissent le voir, mais dans une exploitation extrêmement compliquée, les gens n'arrivent pas à le voir, ou alors dans quelques salles aux États-Unis, et sinon ils arriveront, on découvrira aux États-Unis ce film-ci, White Dog, Dressé pour tuer, simplement en 2008 en DVD. Donc voilà, un film qui a un cruel destin et qu'on a, nous, cinéphiles, un petit peu redécouvert aussi ces dernières années. J'en dirai pas plus parce que voilà, vraiment, il faudra que je vous explique pourquoi le film n'a pas pu être vu aux États-Unis à ce moment-là, et vous verrez que c'est à la fois totalement absurde et en même temps ça entérine complètement ce que le film vous montre et vous explique. Voilà, bon film, c'est un film très dur, très violent. Moi, je l'ai revu avec ma compagne hier soir. Elle était en larmes et elle trouve le film assez insupportable même. Voilà, mais vous verrez. Soyez attentifs, c'est toujours le cas avec Fuller, au montage du film, si vous pouvez. Le montage est très particulier, très étonnant, voilà, et s'inscrit en même temps vraiment dans le cinéma du début des années 80, le cinéma d'action du début des années 80. Mais soyez attentifs vraiment au son et je dirais aux ruptures de ton et de ruptures de rythme permanents dans le film. Voilà, je vous souhaite une bonne séance et à tout à l'heure. Ah bah oui, mais c'est bien le but, c'est de discuter. Pardon? Ah bah alors, je vous considère les enfants, c'est bien. Vous m'entendez maintenant? C'est mieux? Alors, nous y revoilà. Je vous disais tout à l'heure que ce film a été un peu maudit, qu'il avait un destin particulier, puisqu'aux États-Unis, on n'avait pas pu voir ce film pendant de très nombreuses années, pour une raison qui va sans doute vous paraître un peu absurde, c'est que pour cause de racisme, tout simplement.
C'est-à-dire que pendant le tournage du film, la Paramount avait dépêché un homme qui faisait partie d'une association qui devait veiller à la bonne représentation des Noirs au cinéma sur le tournage. Et très vite, le type a été un peu viré du tournage par Fuller, qui voulait faire son film comme toujours de façon un peu indépendante. Le type donc n'était plus employé par la Paramount et il a envoyé une lettre, alors anonyme, on a su ensuite retrouver qui c'était, un grand journal de New York, en disant que Samuel Fuller était en train de tourner un film raciste sur une femme qui élevait un chien pour tuer des Noirs. À partir de ce moment-là, ça a été très vite. Gary a été invité à la Paramount, il s'est assis, Katzenberg et Eisner, les futurs pontes de Walt Disney, se sont retournés, ils lui ont dit on ne fera pas ce film, on ne le sortira pas. On ne le sortira pas parce que, vu ce qu'on a vu, le film n'aura de toute façon pas assez de succès par rapport au scandale que ça va provoquer. Et donc il n'y a pas eu de sortie américaine pour cause de racisme dans ce film, ce qui est, enfin, j'imagine, vous trouverez sans doute absolument absurde, enfin absolument, parce que je pense quand même que le point de vue de Gary est assez clair dans le film sur cette question-là. Elle est d'autant plus claire que c'est un thème qui irrigue pendant presque 40 ans l'œuvre de Samuel Fuller. C'est vraiment quelque chose qui revient énormément dans son cinéma. À tel point, je vous donne des exemples comme ça, il y a un film qui s'appelle The Crimson Kimono qui a été fait en 1959 sur l'amour d'une jeune femme blanche pour un japonais, et évidemment tous les problèmes que ça cause à ce moment-là en Amérique. C'est un des thèmes, et surtout le grand chef-d'œuvre de Samuel Fuller, son film le plus célèbre qui s'appelle The Shock Corridor. The Shock Corridor, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, c'est une expérience à vivre une fois, pas plus, je pense. C'est l'histoire d'un journaliste qui veut enquêter sur un fait divers qui a eu lieu dans un asile psychiatrique. Il rentre dans l'asile psychiatrique, et puis évidemment, il va perdre les pédales dans l'asile psychiatrique et il va finir par devenir enfermé parmi tous les résidents de l'asile. Et il y a une scène dans ce film-là qui est restée très célèbre, où à un moment donné, il y a un étudiant noir dans l'asile psychiatrique qui revêt une cagoule du Ku Klux Klan et se met à hurler mort aux Noirs, au sein de l'asile. Donc, vous voyez, c'est un thème qui revient. On revient aussi dans China Gate, par exemple, son film sur la guerre d'Indochine. C'est aussi un thème qui revient, le thème du racisme, revient régulièrement chez Samuel Fuller. Alors, c'est un thème. Je voudrais d'abord dire 2-3 petites choses avant de vous parler des liens de Gary et de Fuller. C'est un film très personnel pour Samuel Fuller. Il l'est évidemment parce que ce thème revient, comme je vous ai dit, ce thème du racisme, de la différence, mais parce que, comme je vous disais tout à l'heure, Samuel Fuller a commencé sa carrière en tant que journaliste. Et il raconte qu'avant la guerre, avant qu'il parte en 1941 sur le front, la première scène de guerre à laquelle il a assisté, il était encore tout jeune, il venait juste de rejoindre le New York Graphic, il a assisté à des émeutes à Harlem. Et il dit, c'est la première scène de guerre à laquelle j'ai assisté entre les Noirs et les Blancs à Harlem. D'autant plus, et vous verrez, évidemment c'est presque un thème qui est dans le film, et il a su que cette émeute, elle avait été en fait perpétrée à l'origine par les Blancs et qu'elle faisait passer le début de cette émeute, elle disait que c'était les Noirs, enfin les Blancs faisaient croire que c'était les Noirs qui avaient provoqué cette émeute. Et c'est même ce que son journal avait commencé à relayer comme information. Donc il y a déjà 2 choses qui sont importantes. Une des premières scènes traumatiques de son existence, ce sont ces émeutes à Harlem entre les Noirs et les Blancs, et c'est le mensonge. Et dans le cinéma de Fuller, l'important, c'est de ne pas mentir au spectateur. Pas mentir, ça ne veut pas dire pas le manipuler, on pourrait revenir là-dessus sur la mise en scène, mais ça veut dire aller vers une conclusion qui soit sincère. Est-ce qu'à la fin de ce film, on peut effectivement guérir un chien comme celui-ci qui a été éduqué pour tuer des gens noirs? La deuxième grand moment sans doute de la vie de Fuller, c'est également à ce moment-là, quand il était journaliste très jeune, il a été dépêché dans l'Arkansas, vous savez, qui est un haut lieu du Ku Klux Klan, et il a eu le droit d'assister à une réunion du Ku Klux Klan pour faire son reportage. Et il a vu cette chose, il a vu à un moment donné une dame qui était en train d'allaiter son bébé, et la dame
avait revêtu le bébé d'une cagoule du Ku Klux Klan, et elle sortait son sein, et le petit enfant, par le trou, vous savez, qui est fait dans la cagoule, était en train de téter sa mère. Cette image, Fuller en parle tout le temps. Et il dit, ce qui était terrible, c'est que je pouvais raconter la chose dans mon article, je pouvais raconter ça dans mon journal, mais je ne pouvais pas le prouver parce que je n'avais pas d'image. Et à partir de ce moment-là, il a toujours considéré que s'il faisait du cinéma, s'il rapportait des images, il arriverait peut-être au moins à montrer ce qui lui avait manqué ce jour-là pour prouver effectivement que cet enfant était en train de téter sa mère avec sa cagoule du Ku Klux Klan. Et évidemment, le thème de l'éducation, de la transmission et du dressage est évidemment un des thèmes très forts de Dresser pour tuer, dont le titre original donc est White Dog. Pourquoi je vous dis White Dog? Parce qu'évidemment, quand on pense à White Dog, qui est le titre du roman de Romain Gary, on pense à White Fang, on pense à Cro-Blanc. Et il y a évidemment une espèce d'analogie de jeu qui se joue entre les deux, dans la mesure où Cro-Blanc, si vous vous rappelez, est aussi l'histoire d'un chien qui va d'une certaine façon éprouver la domesticité, va essayer de perdre une forme de violence qui est en lui pour pouvoir devenir l'ami d'un jeune chercheur qui part dans le Klondike dans cette recherche de l'or. Pour ce qui est des liens de Romain Gary avec Fuller, c'est encore plus étonnant que Fuller dédie ce film à Gary, parce qu'ils ont eu des petites anicroches tous les deux. Et je vous parlais de la réception de Dresser pour tuer, donc ce film qui pendant 10 ans n'a pas pu être montré aux États-Unis parce qu'on l'avait taxé de racisme sur la base d'une rumeur. Et à la fin des années 50, Romain Gary est parti aux États-Unis en tant que consul de France. Il était chargé, en tant que consul de France, de veiller à l'image de la France aux États-Unis. Et Fuller a sorti un film à ce moment-là qui s'appelle China Gate, sur la guerre d'Indochine. Et Gary a jugé que l'introduction de China Gate n'était pas très flatteuse pour la France et pour son rapport aux colonies. Il a donc appelé Samuel Fuller, ils se sont rencontrés, et il lui a dit, il faut absolument que tu changes l'introduction du film. En France, de toute façon, vous ferez ce que vous voulez, mais au moins aux États-Unis, tu es obligé de changer l'introduction du film. Donc le premier lien qu'il y a eu entre Gary et Fuller est presque sur la base d'une censure, d'une forme de censure de la part de Romain Gary. Et Romain Gary, un écrivain que j'adore, était assez coutumier du fait. Au même moment, quand il était consul de France, c'est lui qui est le premier à avoir provoqué la censure des Sentiers de la Gloire. Vous savez, ce film, un des premiers films de Stanley Kubrick, sur l'offensive Nivelle en 1917 en France, où des mutins ont été extrêmement durement réprimés. De la même manière, donc, Gary était consul de France. Il a eu la possibilité de voir le film 2 mois avant que le film soit distribué en Europe, et en particulier en Belgique, où il y a eu effectivement une projection très houleuse, où les gens ont réagi très virulemment à ce qu'ils ont vu. Et de la même manière, Gary a vu 2 mois auparavant, dès que la United Artists a sorti le film, a vu le film, a appelé l'ambassadeur de France à Washington, et lui a dit il faut que ce film-là ne sorte pas en France. Là, il s'intéressait au sort de ce que la France allait regarder, ou alors si elle sort par exemple sur le sol américain, il faut qu'il y ait un carton préliminaire pour expliquer que tout ça est tiré de faits qui ont été légèrement romancés. Et c'est à partir de ce coup de fil de Romain Gary que va s'emboîter, on va dire, une espèce de mécanique qui conduira à la censure en France des Sentiers de la Gloire, puisqu'il faudra attendre la fin des années 70 pour que les gens découvrent le chef-d'œuvre de Kubrick. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais voyez-le. Voilà. C'est un film incroyable, avec Kirk Douglas qui vient de fêter ses 100 ans. Je vous disais ça, donc voilà, pour vous replacer quand même Romain Gary, son aventure un petit peu avec la censure qui est très étonnant. Je vous racontais dans la dernière conférence d'ailleurs que quand Gary avait sorti son premier film en tant que réalisateur, Les oiseaux vont mourir au Pérou, que personne n'a revu depuis 1968, le film lui-même avait été l'objet d'une censure puisqu'on avait voulu d'abord ne pas le sortir avant que finalement il puisse sortir en juin 68, interdit aux moins de 18 ans. Étonnant également de la part de Gary, qui va prendre fait et cause au moment de la censure de La religieuse de Jacques Rivette pour la sortie du film de Rivette. Alors Gary
Gary a une expérience de cinéma, je vais essayer de vous raconter ça assez rapidement avant de revenir sur le film et sur Fuller. Donc il va sortir ce film qui s'appelle Les oiseaux vont mourir au Pérou, mais d'abord sa première expérience de cinéma, elle est en 57 à Hollywood. Il arrive à Hollywood avec le manuscrit encore inachevé des Racines du ciel sous le bras. Le livre va sortir l'année suivante. Lui, il est consul de France. Le livre remporte le prix Goncourt. Et Gary est dépêché par Zanuck, le grand producteur de la Fox, Daryl Zanuck, qui était alors le compagnon de Juliette Gréco, pour réaliser une adaptation des Racines du ciel avec Madame Gréco. Et ça s'est très très mal passé, mais vraiment très très mal. Huston dit que Gary lui a piqué une jeune coréenne dont il était amoureux. Gary a toujours raconté que c'était pas vrai, il l'avait simplement invité à dîner 2-3 fois. Et Gary a toujours eu la sensation que Huston avait totalement saboté son adaptation des Racines du ciel, qui est un livre, si vous en souvenez, qui est quasiment un des premiers romans écologiques, puisque le sujet des Racines du ciel, c'est quand même la sauvegarde des éléphants, et je veux dire presque un pamphlet contre les braconniers qui vont assassiner des éléphants. Et il y a beaucoup d'histoires là-dessus, et des gens qui n'ont même, par exemple, quand on pense à des gens qui n'ont pas compris dresser pour tuer, il y a des gens qui ont envoyé à Gary, à la sortie de son livre, je lisais ça hier, des défenses en ivoire. Bon, encore des gens qui avaient mal interprété ce qui s'était passé. Mais en fait, Gary trouvait que Huston avait totalement massacré son film, qu'il avait fait d'un film écologique un grand film d'aventure, qui était plutôt finalement à l'honneur de la chasse. Et on sait que Huston était un chasseur invétéré, et en particulier un type obsédé par la chasse aux éléphants. Je pense que peut-être vous avez vu ce film de Clint Eastwood qui s'appelle Chasseur blanc, cœur noir, qui revient sur le tournage de African Queen de John Huston avec Katharine Hepburn et Humphrey Bogart. Et au cours du tournage, c'est ce que raconte le film de Eastwood, Huston n'a qu'une idée, c'est laisser tomber le tournage pour aller évidemment tuer un éléphant, parce que pour lui c'est le péché suprême. Voilà, très beau film de Clint Eastwood. Pour revenir un peu à dresser pour tuer, comme je vous disais, donc il y a beaucoup de différences dans le traitement de Fuller par rapport au livre. Le livre débute à peu près. Très vite, au bout de 3 pages, on a compris que ce chien avait été dressé pour tuer des Noirs. Et la fin est complètement différente, mais à l'intérieur du roman, ce sont surtout des digressions de Gary, qui est c'est un livre autobiographique sur sa relation avec Gene Seberg dans les années 60, où Gary raconte à ce moment-là de la façon dont Gene Seberg avait pris part au mouvement des Black Panthers en particulier, avec d'autres acteurs hollywoodiens. Et Gary est extrêmement critique sur la faune hollywoodienne et son rapport aux manifestations des Black Panthers à ce moment-là, puisqu'il critique énormément en particulier Barbara Streisand, Marlon Brando, pour dire que ce sont pas vraiment des humanistes, quoi. Ce sont des gens surtout qui travaillent beaucoup à leur image et à leur propre publicité. La fin est totalement différente. D'abord, dans le livre, le chien ne tue pas. Le chien ne tue pas. Ils l'ont recueilli en 68, tous les deux, Seberg et Gary ont recueilli ce chien. Ils se sont rendus compte que c'était un chien blanc. Mais le chien attaque, mais il est toujours arrêté au bon moment. Il ne va pas jusqu'à la mort. Bon, ça c'est la première chose importante. Et la fin est totalement différente. La fin, Fuller n'aimait pas du tout la fin du livre. Et la fin du livre, il va voir le chien. Gary retourne voir le chien pour savoir si le chien a été guéri, parce que c'est le terme qui est employé. Et ce chien a été entraîné effectivement par un homme noir qui s'appelle Keyes, qui est beaucoup plus sympathique dans le film que dans le livre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et au moment où Gary arrive, le chien se précipite d'abord sur un enfant blanc, et ensuite se précipite sur Romain Gary, et vous entendez Keyes qui hurle, c'est écrit comme ça, « Black Dog, Black Dog ». Ça veut dire qu'il a utilisé le chien, il en a fait un chien, à ce moment-là, raciste, anti-blanc. Et c'est comme ça que se terminait le livre. Et Fuller n'aimait pas du tout cette fin, qu'il trouvait artificielle, et surtout qu'il n'allait pas dans le sens de ce qui lui l'importait, qui était l'idée de ne pas reproduire cette violence, en fait. Et d'ailleurs, le personnage de Gary dit à ce moment-là à Keyes, à l'instructeur noir, à la fin du livre, il lui dit mais vous aviez une chance dans l'histoire de ne pas faire comme nous et de vous différencier.
Et vous faites exactement la même chose, et ça se termine vraiment sur des pages extrêmement tragiques. Je vous lirai deux, trois petits passages tout à l'heure du roman de Gary. Donc, pour revenir à Dresser pour tuer, oui, ce film est sorti dans les années 80, en 82. Il a été vu dans très très peu de pays, et évidemment, il a été vu en France. Alors, le statut de Fuller en France est particulier. Ça a été très longtemps le cinéaste préféré des cinéphiles. Comme je vous disais, Fuller a commencé en 1949 sa carrière sur un petit western réalisé pour un budget totalement modique, pour une toute petite compagnie qui s'appelle I Shot Jesse James. J'ai tué Jesse James, qui est un film où il braque le point de vue, non pas sur Jesse James, grand héros de la légende de l'Ouest, mais sur son assassin. Déjà, Gary est déjà en train de faire le contraire des autres, ça veut dire qu'il s'intéresse à un personnage négatif. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de revoir I Shot Jesse James, parce que on ne saura pas jusqu'au bout pourquoi cet homme tue Jesse James. Ça reste totalement obscur dans le film, il reste un mystère. Et ça, c'est le grand truc de Fuller. Il s'est toujours intéressé à des personnages qui étaient un peu dérangés, qui avaient un énorme problème avec leur identité, avec leur culture, avec leur éducation, mais il n'y a jamais d'explication toute faite chez Fuller. Et évidemment, c'est un des thèmes qui irrigue Dresser pour tuer, puisque d'une certaine façon, on pourrait dire que le héros du film, c'est ce chien. C'est ce chien dont on va essayer d'extraire quelque chose et de changer l'éducation qu'il a eue. Et en fait, en mettant le braquet sur le chien, Fuller continue à parler évidemment de ce problème d'identité, de ce problème de mal-être qui est vraiment, qu'on retrouve de film en film dans les 23 films à peu près qu'il a réalisés. Une petite parenthèse, je vous disais que le film avait mis 10 ans pour sortir, que ce film n'était pas sorti aux États-Unis. Fuller va tellement en prendre ombrage qu'il va quitter définitivement les États-Unis pour s'installer en France, où il va réaliser ses deux, trois derniers films et téléfilms. Avec plus ou moins d'intérêt. Fuller, comme je vous disais, en fait, connaissait très bien la France. Ça faisait des années qu'il y vivait assez régulièrement. Il vivait à Paris parce que ça a été effectivement un cinéaste qui a été reconnu immédiatement, très rapidement, en France par les cinéphiles des années 50, les gens des cahiers du cinéma. En particulier, évidemment, la bande Godard, Truffaut, Chabrol, Rivette, Romer, et également le futur cinéaste et critique Luc Moulet, qui a fait de Fuller son emblème. Il s'est battu toujours pour reconnaître la force ou le génie de Fuller selon les appréciations. Fuller plaisait énormément aux cinéphiles parce que c'est un cinéaste extrêmement... pour le coup, c'est un cinéaste américain qui répond totalement à la notion d'auteur. Il est dans des sujets qui sont totalement personnels, qu'il choisit, qu'il écrit, qu'il produit. Il produit ses films, et très très vite, on va voir dans les petites productions de Samuel Fuller, parce que généralement ce sont des tout petits films, produits, écrits et dirigés par Samuel Fuller. Il va même très très vite avoir la marque de fabrique même de l'auteur aux États-Unis, comme Howard Hawks par exemple. Ça veut dire Samuel Fuller's, et le titre du film en dessous. Parce que Fuller, je vous le disais tout à l'heure, ne fait pas comme les autres. Il choisit des sujets qui sont très particuliers. Il décrit souvent une faune qu'on ne voit pas souvent. Et il tourne souvent, par exemple, en extérieur. Je revoyais The Crimson Kimono sur cette histoire d'amour entre un Japonais et une fille. Il tourne dans Little Tokyo à San Francisco. Fuller conserve, je crois, très souvent dans son cinéma, l'approche du journaliste qu'il a été, du reporter. D'abord, ça a été un reporter qui était fasciné par le crime, et s'il s'est fait connaître, c'est d'abord parce qu'il enquêtait énormément sur les faits divers et sur les crimes. Et il y a toujours, quand même, dans le cinéma de Fuller, malgré la transfiguration, malgré le côté extrêmement baroque de la mise en scène, et je pense que vous l'aurez vu, qu'on n'est pas dans une mise en scène totalement classique, il y a chez Fuller toujours quand même une attention à la façon dont on fait les choses, à la façon dont presque un peu reportage, pour essayer de voir comment ça s'est fait. Et là, évidemment, ce qui l'intéresse, je crois, c'est de raconter ce que c'est qu'un chien blanc, c'est de le montrer, et puis c'est surtout l'élevage, le dressage de ce chien. Comment on va filmer un chien en train d'être dressé. Alors moi, si j'aime beaucoup ce film, je voulais aussi vous en parler, c'est parce que c'est le seul film de toute sa filmographie où Fuller nous parle de cinéma.
Il n'y a pas d'autre film de Fuller qui se passe dans l'industrie du cinéma. Je n'en connais pas. Je sais qu'il a écrit son tout premier scénario à la fin des années 30, qui se passait dans le milieu à Hollywood. Mais enfin, il était encore à ce moment-là jeune scénariste dépêché par les studios, donc il n'y connaissait pas grand-chose. Là, on est à un film de fin de carrière d'un cinéaste qui a été rudoyé par l'industrie pendant des années et qui fait ce film qui se passe dans la première partie du film, vraiment un film sur le cinéma. J'en donne 2-3 exemples. Évidemment, il y a d'abord ces deux personnages, elle et lui, ce couple. Le roman raconte la vie de Jean Seberg et de Romain Gary. Bon, c'est pas exactement. Bon, elle a peut-être une petite coupe un peu garçonne. On pourrait imaginer que c'est un transfuge comme ça, enfin que c'est une émanation de ce que pourrait être Jean Seberg. Mais on est quand même dans le milieu à Beverly Hills, dans les collines de Hollywood, sur une jeune femme qui rêve d'avoir un rôle et qui n'arrive pas d'ailleurs à trouver son rôle et qui en a marre de jouer des rôles minables. Vous avez ensuite la première scène d'attaque. Première scène d'attaque, je ne sais pas si vous avez fait attention, elle est très étonnante cette scène d'attaque, puisque le chien est en train de dormir près de la télévision, qui diffuse à ce moment-là un film de guerre, comme Fuller en faisait, comme on a fait beaucoup, puisque ce grand militaire a tourné énormément de films de guerre et des grandioses, et on entend, alors vraiment la bande-son est saturée par le bruit de mitraille, c'est insupportable pour les oreilles, et le chien dort paisiblement. Mais si vous faites attention au son, à ce moment-là, vous avez un mouvement de steadicam, on rentre dans le couloir, on est vraiment à ce moment-là quasiment dans le film de genre, le film d'horreur, on découvre le violeur rentre dans la chambre, gros plan sur la jeune fille, elle commence à se débattre, et à ce moment-là, on n'entend plus le bruit des mitrailles, on entend les militaires américains dans le film de guerre, en off, qui sont en train de parler, et il y en a un qui dit c'est bon, je crois qu'on les a eus, enfin quelque chose comme ça. Enfin, on a accompli la mission et on entend un hymne patriotique américain. Et à ce moment-là, au moment même où on entend l'hymne américain, l'hymne patriotique américain, je crois de la guerre de sécession, le chien se redresse pour aller se jeter sur le violeur. Vous pouvez l'interpréter, on peut l'interpréter de 1000 façons cette scène-là, mais je crois qu'elle est assez parlante. Ensuite, vous avez ce moment qui est complètement fou. Enfin, je trouve ça complètement fou. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu, toi, Nicolas, je ne sais pas si tu es déjà parti à ce moment-là, mais c'est la scène d'attaque pendant le tournage d'un film. Alors, d'abord, vous avez toute l'artificialité du tournage qui est retranscrit, avec la transparence derrière, les gondoliers en train de danser, enfin, en train de chanter, en train de parler, en costume, etc., etc. Et puis, soudain, elle se retourne et il va se jeter sur la fille avec les transparences qui sont derrière, la musique de Ennio Morricone là, qui est incessante avec ses violons et les ralentis. Alors personnellement, moi quand j'ai revu le film, ça m'a vraiment étonné. Vraiment, c'est une scène à la De Palma. Mais on aurait vraiment pu croire que c'est Brian De Palma qui aurait tourné ça dans les années 80. Ça veut dire pour le coup un cinéaste de genre, un cinéaste de thriller, un cinéaste qui avait inventé un style très formaliste, très maniéré. Et c'est très étrange quand même que dans ce film-là, Fuller fasse vraiment ce cinéma-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas en retard sur le cinéma des années 80, le cinéma d'action, le cinéma de genre des années 80. Il a vraiment pris le pouls de ce cinéma-là pour tourner cette scène qui est évidemment aussi une mise en abîme puisqu'on voit le tournage du film qui a lieu, qui se déroule à ce moment-là. Autre annotation sur le cinéma, évidemment ce qui est dit sur le cinéma à grand spectacle de l'époque. Vous avez cet éleveur Carousers qui fournit des bêtes au studio, qui est joué par Burl Ives. Alors Burl Ives, c'est un grand chanteur traditionnel américain, et Burl Ives a joué dans certains films cultes de la fin des années 50, du début des années 60, et en particulier pour Nicolas Ray, Forêt interdite de Nicolas Ray par exemple, qui est un cinéaste vraiment de la génération de Fuller. Et vous avez Burl Ives qui dit non mais vous savez le plus terrible aujourd'hui, le vrai problème aujourd'hui c'est ça, et il se retourne et vous avez R2D2, le robot de Star Wars qui est au mur, et il s'amuse à jeter des fléchettes ou alors des seringues hypodermiques sur R2D2, et il explique à ce moment-là, et c'est un truc du film, c'est l'organique et le mécanique, à ce moment-là, nous on utilisait des animaux, maintenant on utilise des tas de ferraille avec des diodes rouges. Voilà, petite annotation encore de Fuller, à la manière peut-être d'un écrivain, vous voyez, comme ça, qui est en train de donner son avis à ce moment-là sur Hollywood, sur la façon dont le cinéma hollywoodien et l'industrie est en train d'évoluer à travers l'histoire de ce chien.
Alors je m'arrête un petit peu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires à faire sur le film, me dire s'ils ont aimé, pas aimé? Je sais que c'est un film très qui vous retourne un peu le bide. Alors monsieur, comme ça, pour engager la conversation. Il y a vraiment une scène qui pour moi est primordiale. C'est le pasteur qui se fait assassiner dans son église par le chien. Et le dresseur, Case, qui est un noir blanchi, ils en parlent même pas. Hein. Il n'y a aucune remarque a posteriori comme quoi on a appelé la police. On laisse le black qui est en costume cravate mort sans... On voit comment le racisme des années 80 aux États-Unis a un peu est moins frontal que ce qu'on pouvait voir dans le Mississippi quand le gouverneur balançait ses chiens sur les manifestants. Je mets ça au débat, hein, c'est comme ça que j'ai ressenti. Alors, il y a tellement de choses dans ce que vous dites. Je suis parfaitement d'accord. Alors, sachez d'abord que cette scène, Fuller l'a écrite immédiatement dans le scénario avec Curtis Hanson et les studios ne voulaient pas qu'il tourne cette scène. Les studios ne voulaient pas que Fuller réalise la scène de la mort d'un homme par ce chien dans une église et Fuller a dû se battre énormément pour pouvoir réaliser cette scène à laquelle il tenait. Et alors lui, ce qu'il raconte, il faut plus lui faire confiance parce que lui raconte évidemment que symboliquement c'était extrêmement fort de faire cette scène-là. Vous avez vu avec à la fin ce panneau qui remonte et on voit Saint François entouré de ses bêtes, dont un chien blanc qui est là. Parce que pour lui, ce qui était important d'abord, c'était l'idée que l'Église est très importante dans l'imaginaire américain par rapport à la communauté noire. C'est que c'est souvent le lieu de communauté, le lieu où ils se retrouvent entre eux. Et le fait même qu'encore ce chien pénètre dans cette église et le tue, ça redoublait encore la violence du discours, la violence de sa monstration. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites par rapport à ce qu'on aurait pu voir au Mississippi par rapport à ce qu'on voit évidemment dans les années 80. Et vous avez raison de noter ça, en fait, que ce film est un film qui se passe dans les années 80. C'est ça quand même la principale différence avec le livre de Romain Gary, qui se passe dans les années 60, au moment où il y a les manifestations à Watts, au moment où il y a l'assassinat, le livre se passe juste après l'assassinat de Martin Luther King, au moment où il y a tous les débats et toutes les manifestations pour les droits civiques des Noirs. On n'est plus du tout dans la même époque. Ce qui est intéressant dans le roman de Gary, c'est que à ce moment-là, on formait des chiens policiers pour attaquer les Noirs dans les manifestations, et que là, dans les années 80, on ne fait pas la même chose, mais en même temps, effectivement, c'est un côté un peu, c'est évacué, quoi. On a l'impression que c'est évacué. Et évidemment, le film prend acte, je crois, du fait même que le ver est dans le fruit depuis très longtemps, puisque ces chiens blancs ont été à l'origine éduqués pour rattraper les esclaves qui essayaient de se tirer. Donc on va dire qu'il y a une sorte de continuité historique à chaque époque où on retrouve la figure du white dog. La figure du white dog qui se reproduit dans les années 80. Ce qui est d'autant plus intéressant par rapport aux années 80. Ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est-à-dire que il y a quand même un rapport à la loi qui est important dans le film, qui quand même à divers niveaux. Vous avez vu à la fin, ils disent on est comme des petits comploteurs là, parce qu'ils n'ont pas fait abattre le chien, et il y a un flic qui rentre, et le flic vient pour totalement autre chose, hein, il n'est pas sur sa route, et ils sont pris de panique parce que ils se demandent si le flic vient pas simplement les arrêter. Et ils se posent la question de est-ce qu'on aurait dû donner le chien à faire abattre comme la loi nous l'exige, ou est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Et c'est au fond, alors pardon, je vais comme ça, pas de répéter ce que le film semble quand même accréditer, c'est que effectivement, si on abat ces chiens, l'Amérique se lave les mains des monstres qu'elle a elle-même engendrés et créés. C'est ça la thèse, c'est ça qui a l'air de tenir au corps
Keyes, d'ailleurs, dont on dit qu'il vient d'une famille d'anthropologues, que c'est quelqu'un qui a une réflexion anthropologique sur ce sujet. Keyes pense que le geste humaniste, c'est d'essayer de guérir, parce que accepter l'assassinat de ce chien, de toute façon, c'est entériner un fait et c'est le reproduire. Rien n'aura été fait à ce moment-là et des gens continueront à faire des white dogs, continueront à faire des chiens blancs. Je crois que c'est ça le fond du film quand même. C'est cette question. Gary l'explique bien dans le bouquin, il le dit souvent, il dit ce qui différencie en fait l'éducation du dressage. Et ce chien, parce qu'il a été maltraité, parce qu'on lui a inculqué la haine de l'homme noir, ce chien est dressé. Alors que d'une certaine façon, on aurait pu l'éduquer. Ça veut dire emmener l'animal vers quelque chose de plus humain. Alors, on peut en discuter, voilà, c'est comme ça à peu près que dans le livre, et Fuller présente un petit peu les choses, alors qu'en lui inculquant la haine, on en vient à cette notion philosophique, vous savez, d'animalité. Ça veut dire ce qui est en dessous même de l'animal. L'homme permet à l'animal d'être pire que l'animal, tel qu'on pourrait se le figurer. C'est l'animalita en italien, je crois. C'est vraiment l'animalité. C'est en dessous même de la bête. Monsieur, oui. Oui, non, juste un point. J'ai pas lu le livre de Romain Gary, oui. Mais j'ai cru comprendre dans ce que vous disiez que vers la fin du livre, on avait comme l'impression d'un retournement du comportement du chien, un petit peu anti-blanc par rapport à son dressage anti-noir. Mais c'est ce qu'on constate dans le film. La fin du film, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'aperçoit. C'est comme ça que vous l'avez perçu. Mais c'est comme ça que je l'ai perçu, en tout cas moi. L'attaque d'un blanc, juste au moment où on termine le film et où on dit, ça y est, il est guéri, on a réussi à le récupérer, il attaque plus les noirs et il attaque un blanc. Il attaque un blanc, mais il n'a pas attaqué, par exemple, Julie. Non. Alors, certes, oui, moi je crois que en fait le film va dans une autre direction que le livre. Le livre va vraiment sur cette... on reprend l'arme du bourreau et on l'applique au bourreau. Mm-hmm. Voilà. Donc en fait, le combat ne s'arrêtera jamais. Hein, je veux dire, sera toujours incessant et éternel. Moi, il me semble plutôt qu'à la fin du film, le chien est fou. C'est que le chien est fou, mais on n'a pas pu guérir sa haine. Ce qui lui a été inculqué, c'est la haine, c'est la violence. La violence, il la reproduit, oui, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera après le film. Peut-être qu'il attaquera plus jamais, peut-être qu'il attaquera... On ne sait pas qui il va attaquer. Absolument. En fait, le chien est presque devenu plus dangereux, puisque maintenant, on ne sait plus qui sont ses ennemis. Qui sont les ennemis qu'il attaquera, qui sont les gens qui l'ont maltraité. Et je crois que le film va plutôt vers... ce truc qui est très feulerien, quoi. Vraiment, qui est de... À un moment donné, quand un personnage veut changer d'identité, ou quand on conduit un personnage à changer son identité ou ce qui lui a été inculqué, y a une perte que lui traduit comme étant une folie, quoi. Une véritable folie. Ça veut dire l'impossibilité même de cadrer quoi que ce soit. De cadrer quoi que ce soit, ça échappe à ce moment-là à toute rationalité. Je crois que le chien est fou, quoi. D'autant qu'il a choisi de gommer l'antipathie du dresseur et la réplique Black Dog, c'est-à-dire que en enlevant ces deux choses-là, il assume d'aller vraiment ailleurs que dans le bouquin, même s'il attaque un blanc. Oui, je crois que c'est ça. Enfin, je pense que là, en fait, là, c'est vraiment le travail c'est vraiment le travail du cinéaste ou scénariste-cinéaste. Ça veut dire comment arriver à peu près à... je suis à peu près d'accord avec Romain Gary sur ce qu'il veut dénoncer, enfin, de ce qui l'intéresse dans ce livre, mais je vais utiliser un moyen très différent de le faire, quoi. Et je pense que pour Fuller, la solution de la folie, la solution de l'attaque de Carousers à la fin est une solution en fait plus efficace, hein, plus efficace pour le spectateur pour faire passer que celle de Gary. Je crois que c'est là qu'il y a le travail d'écrivain. Tu vois cette idée de je vais arriver à peu près à la même constatation, mais à mon avis c'est plus fort de le passer par là parce que passer par la solution de Gary c'est plus artificiel. C'est moins attendu. Je pense que le fait qu'il soit fou c'est envisageable parce que quand on voit le plan à la fin, il a l'air d'attaquer à la fois les trois personnes, Keyes, Julie et Carousers,
Mais je pense plutôt, au-delà du fait qu'il attaque les blancs, qu'il attaque plutôt ceux qui ressemblent plus à son dresseur. Parce qu'il n'a pas attaqué Julie, justement. Je pense qu'il a changé d'identité, mais pas seulement changé, mais complètement, radicalement l'inverse contre son dresseur. Pas forcément les blancs, mais plutôt... C'est super. Enfin, j'y avais pas pensé, mais effectivement, ça expliquerait pourquoi la scène où on découvre le dresseur du chien se déroule juste avant. Alors que dans le bouquin, elle se passe tout au début. Tout au début, elle se passe totalement différemment. C'est Gary qui fait de l'humour à ce moment-là. Puisque Gary rencontre le dresseur qui est aussi un brave grand-père américain comme ça, avec 2 enfants, avec 2 petites filles. Et Gary dit la meilleure façon d'attaquer les gens qu'on n'aime pas, c'est de les provoquer. Et il lui dit, mais vous savez, votre chien, il a été récupéré par un de mes amis qui est africain, et il a ramené votre chien en Afrique. Et aujourd'hui, votre chien, il est très heureux, il vit en Afrique. Voilà, bon, ça c'était le truc de Gary. Mais effectivement, on pourrait penser qu'il y a un lien physique entre ce grand-père et Carousers, où ils ont un peu la même silhouette, quoi. Non, Il symbolise aussi le bonhomme américain. Il symbolise aussi, c'est ça, enfin, évidemment, c'est vraiment le brave grand-père américain. Oui, ça peut représenter quelque chose. Monsieur Dans un registre différent, j'aimerais avoir votre commentaire sur... alors pour moi, c'est une référence aussi au cinéma. Il filme beaucoup les regards. Et ça, on le retrouve, par exemple, dans un certain nombre de films. Entre autres, il y a la musique d'Ennio Morricone, et on sait qu'il y a beaucoup de regards dans beaucoup de films. Voilà. Et on a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses à travers ces regards. Le regard de l'animal, le regard des animaux, d'ailleurs, qu'ils soient sauvages ou qu'ils soient ce chien. Et le regard de tout un chacun, et comme si c'était vraiment l'élément... bon, c'est à travers ça que le chien perçoit si c'est blanc ou si c'est noir, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas que ça, il y a une complexité dans cet échange de regards. Je sais pas, il y a une volonté, il y a quelque chose derrière tout ça. Alors, je vais commencer par une palissade, je vais dire le regard, c'est la mise en scène. Mais c'est quelque chose qui est... Bon, d'abord, chez Fuller, tout le temps, le regard, filmer les regards, et c'est vrai. Pardon, je parlais de la scène, par exemple, de l'attaque dans le cinéma. Je veux dire, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il braque tout de suite la caméra sur le visage de Julie qui est en train de regarder l'attaque. Effectivement, il y a un jeu de circulation de regard qui est absolument hallucinant dans le film. Ça n'arrête pas. Il y a 2 choses qui sont absolument folles dans le film, c'est les regards et les pieds. Alors les pieds, je dirais, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Le mouvement, c'est l'action. Et on est quand même dans une réflexion sur la bonne action à avoir, donc le bon mouvement à prendre. Et c'est un film qui est plutôt du mouvement et du rythme. Et je suis d'accord sur ce que vous dites. Il y a une circulation de regard qui est permanente dans le film, à tel point que par moments, c'est ce montage quand même dingue, il passe son temps à isoler des regards. Au point même parfois d'épouser le point de vue subjectif du chien. Quand on a l'hamburger qui lui est dressé, on est vraiment sur... Je ne sais pas si vous avez remarqué, le plan est tellement bizarre, on est tellement serré sur les yeux, on avait les barreaux, de sa prison, et soudain on a l'impression que le cadre même du cinéma, de l'écran, deviennent les barreaux du chien. Il y a une espèce de jeu comme ça qui s'opère. Oui, il y a effectivement un jeu sur la transmission, le regard, l'éducation. Il y a énormément de choses qui se passent sur la façon dont on s'aperçoit. Il y a évidemment, je pense que c'est à partir du moment où on parle de racisme, on parle de différence. À partir du moment où on parle de différence, on parle d'altérité. Et évidemment, ce problème de regard, c'est le regard animal, le regard humain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit? Est-ce qu'on peut se comprendre? Est-ce qu'on peut avoir un même langage? Et regard très... Elles ne comprennent pas, et c'est un regard très différent de tous ces regards adultes ou animaux qu'on a vus tout le temps. Ah oui, bien sûr. Elles croient totalement à leur grand-père. Et véhicule beaucoup de choses. C'est ça. Et Julie d'ailleurs, le demande. Et d'ailleurs, je raconte encore une anecdote, mais c'est aussi une scène qui a failli être enlevée du film, parce qu'elle dit 2 fois « fils de pute », je crois, à cet homme-là, et on ne pouvait pas à ce moment-là, devant des enfants, dire « fils de pute » dans une scène. Oui, il y a un jeu de circulation de regard qui est permanent. Il y a quand même ce truc aussi qui est très étonnant dans un film, qu'on voit très peu. Enfin, Fuller dit que c'est le cinéma quand c'est comme ça. C'est vous avez uniquement des yeux, et à un moment donné, vous avez uniquement la peau noire.
Ça, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le cadre est envahi uniquement de peau noire. Il n'y a que ça à l'écran. Et de la même manière que quand le chien attaque, on n'a que les crocs. Et Fuller disait, j'ai voulu donner des coups de croc comme on donne des coups de couteau. Voilà. Mais effectivement, il y a cet isolement sur le regard, et le regard conduit constamment la mise en scène. Enfin, conduit la mise en scène, bien que au moment où il découpe, on ne sait jamais très très bien où il reprend la scène. Hein. C'est-à-dire que le regard conduit souvent un petit peu la circulation entre les plans, et puis soudain c'est quand même le truc de Fuller, c'est de rompre, quoi. C'est de rompre cette circulation, quoi. On repart d'un autre côté. Allez-y. Vous avez parlé de la scène du chien qui regarde le film de guerre. Ouais. Et il est filmé de côté. Et on a un regard, on filme son profil avec ses yeux plus ou moins fermés. C'est quasiment un regard humain. Et avec des clignements de paupières, l'œil se ferme comme on pourrait faire pour s'imprégner d'une image, encore une fois. Et là, on a une façon de filmer qui n'est pas du tout le regard de face, mais je crois que j'ai pas vu d'autres scènes où il était filmé comme ça de côté, et il devient très humain quasiment. Je crois qu'il y a un vrai profil à la fin, c'est la rencontre, c'est le Julie qui prend le chien dans ses bras. Oui, aussi, c'est vrai. Qui est vraiment la tête sur l'épaule, oui. La tête sur l'épaule, qui est vraiment la scène de profil du film. Donc c'est vraiment particulier. D'autres... pour aller pour revenir, donc je sais pas si vous avez fait attention un peu, voilà, moi ce qui continue de m'intéresser chez Fuller, et notamment dans ce film, c'est vraiment le montage du film, quoi, que je trouve étonnant, cette façon à chaque fois d'ouvrir une séquence sur un élément incongru. On a une voiture qui est en train d'asperger d'eau, là je crois la première scène de meurtre, puis soudain on se retrouve dans le cinéma avec cette lumière de caméra qui nous éblouit pendant la première scène. Il y a constamment des ruptures comme ça par le découpage du film. On a l'impression que chez Fuller, je dis une généralité, pardon, mais c'est pas tellement l'analyse ou la raison qui conduit tellement ce qu'il fait que l'émotion, en fait. Quelque chose qui serait vraiment de l'ordre de l'émotionnel et du viscéral. Il faut toujours qu'il y ait une idée dans le plan, quoi. Il faut toujours que chaque plan apporte une idée. Il faut toujours faut jamais nous laisser à l'aise, quoi. Et évidemment, là où le film s'amuse beaucoup encore avec le cinéma, je ne sais pas si vous avez remarqué, le premier meurtre du film, c'est le camion qui fonce dans une boutique qui s'appelle Oscar. Et c'est autant étonnant parce que c'est pas du tout, évidemment, il veut pas faire un film à Oscar, c'est le contraire. Et le film vient quand même de nous emmener pendant une demi-heure, pendant 20 minutes, je ne sais pas combien de temps il se passe, pendant 20 minutes, dans un roman d'éducation d'un chien d'attaque par une jeune femme dans ces collines hollywoodiennes. Donc il y a quand même ce truc de je vous emmène dans une direction et puis soudain je brise tout ça, je brise le programme du film pour réaliser quelque chose qui sera bien plus retors. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez aimé d'abord ce... Je connaissais pas du tout le cinéaste et je trouve que j'aime beaucoup sa façon de filmer finalement, de monter. Parce que voilà, c'est haletant, on est toujours accroché, il n'y a pas de pause, c'est très tonique, c'est très rythmé et moi je trouve que oui, c'est très moderne en même temps dans sa façon, et j'aime bien cette façon de faire, j'ai envie d'en voir d'autres. Oui. Alors, c'est pareil dans les autres films. Oui, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. En fait, il y a ce truc chez Fuller, il y a énormément de méandres, on part dans des directions qui sont très étonnantes, et en fait le film a quelque chose d'assez droit à la fin. On a l'impression que tout se rattrape à la fin pour avoir donné un film droit, alors qu'on était parti dans des directions très très étonnantes. Et je parlais par exemple du côté très personnel du film. Il est évident par exemple que quand on a le gros plan qui dure quand même quelques secondes sur la cabine où on envoie les chiens à la mort, c'est peut-être encore une réminiscence des camps qui est redonnée dans le film. Voilà, des images comme ça qui créent constamment du sens. Alors justement, puisque vous faites référence à cette scène là de la machine, moi j'ai pas bien compris au début parce que comme
en général, les chiens, on les pique. Donc, c'est ce qui va le plus vite. Et puis, voilà. Donc, j'ai trouvé que là, par contre, il y a certains côtés qui sont un peu... il va un peu trop loin, quoi, dans la démonstration. C'est un peu à gros traits, quand même, parfois. Bon, j'adhère au contenu du film, hein, bien sûr, mais parfois, il y a trop de côté démonstratif. C'est un peu le côté négatif du cinéma américain, parfois, qui va à gros traits. Voilà. Ça va un peu trop loin. Et même, à la limite, le fait que le chien ait l'air de réfléchir à la fin, on se dit, c'est quand même pas possible de la part d'un animal. On voit bien qu'il y a une démonstration d'une thèse derrière qui vient se retourner contre celui qui l'a monté. On se dit c'est pas vraisemblable quand même, ça va. Bon, bien sûr c'est louable, mais c'est pas vraisemblable. Ça va un petit peu trop loin. De même puisque vous parliez de regard, justement la première scène où le chien va attaquer, on voit que il va dans la caméra est au ras du sol presque. Elle est à hauteur du chien et ça va tourner. Il va tourner dans le couloir à la hauteur du chien. Ça c'est bon, bah oui, c'est intéressant, mais ça va peut-être un peu trop loin dans ce sens-là. Ce que lui dit, c'est que il se méfie souvent du réalisme au cinéma. C'est plutôt lui qui va vous répondre. Qui se méfie du réalisme au cinéma et qu'il s'agit toujours un petit peu de transfigurer les choses. Voilà. Alors, c'est quelqu'un, effectivement, comme je vous disais, très iconoclaste, très franc-tireur, assez anarchique et anarchiste. Et il y a toujours ça, il y a toujours des excès dans son cinéma. C'est un cinéma de l'excès. C'est vraiment un cinéma, ça sature, les plans ne sont jamais exactement ceux auxquels on s'attend. Il en fait souvent un peu trop. Parfois il y a des grosses ficelles. On peut rire au début de ce chien au ralenti qui saute par exemple par la fenêtre, je veux dire qui est quasiment un super chien bionique. Enfin, on est vraiment à l'époque des séries bioniques et vous vous souvenez que les héros bioniques sautaient de la fenêtre comme ça d'un étage au ralenti sur une musique. Il est toujours comme ça un petit peu... oui, je crois. Le film en fait, le film n'appartient à aucun genre et il emprunte énormément au cinéma de genre. Vous parlez de ces plans de caméra qui sont au ras du sol. Juste un an auparavant a été tourné Shining de Kubrick, où on a expérimenté la Steadicam, c'est-à-dire la caméra avec le harnais, qui permet de faire ces espèces de travelling comme ça dans les couloirs à n'importe quelle hauteur. Il semblerait que Fuller a vu Shining et qu'il veuille refaire à peu près la même chose. C'est quelqu'un qui... comme je vous disais, une idée par plan, ça veut dire je vais tenter un truc à chaque plan. Alors parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Ce que j'appelle les cinéastes coups de dé. Vous savez, on a l'impression que chaque moment d'un film, c'est un dé qui est lancé, vous prenez pas. Godard a ce truc-là. Ça n'a rien à voir avec le cinéma de Fuller, mais Godard qui a passé son temps à encenser Fuller, qui a même fait jouer Fuller dans Pierrot le Fou. Fuller joue dans Pierrot le Fou. Hein, il dit le cinéma, justement, ce n'est que de l'émotion. En fait, à ce truc-là, il va y aller. Après, sur la démonstration du film, je suis d'accord. C'est ce que je disais, ce côté à la fin. Bon, tout ça, c'est finalement assez droit, alors que c'était parti un petit peu dans tous les sens. Et en même temps, moi, je continue à trouver le film assez. Le message est clair, mais il n'est pas manichéen quand même par rapport au sujet et par rapport au cinéma américain du début des années 80 surtout. Vraiment par rapport. Je trouve pas le film manichéen. Je trouve quand même il reste une forme d'ambiguïté. Enfin, quand même, la scène dans l'église, c'est pas une idée de chien, donc bon, il y a quand même, ça va loin dans la provocation. C'est évident qu'un meurtre dans une église, on va crier au scandale, forcément, hein, que ce soit un noir ou un blanc d'ailleurs. Et puis même, si vous vous souvenez, il y a un plan où on voit le chien, comme par hasard, qui lève la tête vers le vitrail. Oui. Bon, ça, c'est pas une idée de chien non plus. Non. Donc ça va assez loin quand même dans le symbole. Oui, dans le symbole et toujours à la limite du grotesque. Il y a quelque chose comme ça. J'ai pas dit que c'était grotesque, mais... Il y a toujours quelque chose de l'ordre de l'exagération dans ce cinéma-là. Et un chien qui lève la tête vers un vitrail où il est représenté en compagnie de Saint-François dans une église où il vient de tuer, on est encore à la limite effectivement de l'exagération. Mais je crois qu'il y a ça dans son cinéma. Il y a un critique qui disait toujours Fuller, pour ceux qui l'apprécient, c'est quelqu'un qui exagère toujours les choses jusqu'à ce que ça devienne de la poésie. Et on lui avait rétorqué, oui, ou alors c'est quelqu'un qui met de la poésie partout jusqu'à ce que ça devienne ridicule.
Voilà. Et c'est peut-être un peu ce que vous dites. Et il y a ça dans son Mais style. j'ai pas ressenti du ridicule, mais on sent que la volonté de démontrer. de démontrer est très forte, de choquer pour mieux provoquer les consciences, oui. En même temps, bon, je m'oppose pas forcément à ce procédé, mais voilà, effectivement, on n'est pas dans un cinéma réaliste. Il y a beaucoup de ralentis, beaucoup de procédés, oui. Même la musique d'Ennio Morricone, qui pourtant c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans tous les films, mais là je trouve qu'il y en a un peu trop. Il est allé un peu dans la démesure et un peu plus de retenue aurait pas fait de mal au film, à mon avis. Oui, mais je comprends très bien. Mais il y a des mesures partout. En fait, vous parlez des ralentis. Il fait des ralentis, il fait des zooms, il fait des travelling, il fait des plans quasi subliminaux. Hein. Parfois, il y a des raccords qui vont à une vitesse en particulier dans les scènes d'attaque. Il n'y a pas de règles. On a l'impression que le film n'a pas vraiment de règles. Et effectivement, il y a des scènes qui peuvent avoir un caractère, je comprends bien, c'est un peu démonstratif. Mais vous avez raison, je crois que c'est une question de mode, parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup, les ralentis dans les années 80, je me souviens, oui, effectivement. Donc je pense que c'est un effet de mode aussi. Mais Romain Gary a-t-il adhéré finalement à ce film ou... Non, il est décédé. Oui. Il s'est suicidé en 1980. Le film a été tourné en 81, sorti en 82. Enfin, il devait sortir en 82. Donc il ne l'a pas vu. Je vous racontais tout à l'heure qu'ils s'étaient mal. Ils ont eu un problème sur China Gate tous les deux, donc sur la manière dont était représentée la colonisation et l'Indochine. Mais en même temps, c'est des hommes qui se respectaient énormément, notamment parce que c'était des anciens soldats. Et il y a quand même dans le film un peu de l'esprit de Fuller. Il y a cette idée de dire la vérité, que je vous disais tout à l'heure, qui est très importante, de révéler les choses comme elles sont. Gary est vraiment dans la complexité dans le livre. Hein. Il prend évidemment fait et cause pour les droits civiques. Mais tout le livre est quand même une longue digression pour s'interroger sur la manière dont des gens prennent fait et cause pour les droits civiques pour eux-mêmes. Et donc il est tout le temps en train de remettre de la complexité là-dedans et s'interroger sur est-ce qu'il y a une possibilité vraiment d'entente ou est-ce que le verre n'est pas vraiment dans le fruit à jamais. Il y a quelque chose comme ça. Et Fuller est un ancien soldat. Je voulais vous lire deux, trois trucs comme ça pour vous montrer un petit peu... que vous fassiez peut-être une idée de ce qui me semble assez proche ou ce que Fuller a peut-être senti dans le livre. Puis, alors, tout au début, c'est absolument dingue, c'est vraiment tout au début et quasiment tout y est. Il est assez facile de se faire une idée du caractère d'un chien, sauf avec des Doberman, chez qui j'ai toujours trouvé des réactions imprévisibles. Rapidement quelque chose sur les Doberman. Fuller a raconté que quand il était arrivé dans ce camp en Tchécoslovaquie qu'il a libéré à la fin de la guerre, il a découvert que des soldats allemands avaient dressé des Doberman pour différencier les Allemands des autres, des ennemis. Voilà, c'est encore un pont vers le film sur le caractère personnel du film. Le grison me frappa immédiatement par sa bonne disposition. Du reste, tous ceux qui ont vécu parmi les chiens savent que lorsqu'une bête manifeste de l'amitié à une autre, on peut presque toujours se fier à son jugement. Mon Sandy était de tempérament très doux et la sympathie qu'il offrait spontanément à ce colosse sauvé de l'averse était pour moi la meilleure des recommandations. Je téléphonai à la SPA pour la prévenir que j'avais recueilli un berger allemand errant en donnant mon numéro de téléphone au cas où son maître se manifesterait et fut soulagé de constater que mon invité traitait mes chats avec les plus grands égards. Alors, pardon, je me suis trompé. Je me suis trompé de passage. Voilà, pardon. Il y a quelque chose de profondément démoralisant, troublant, dans ces brusques transformations d'une bête paisible et que vous croyez connaître en une créature féroce et comme entièrement autre. C'est un véritable changement de nature, presque de dimension, un de ces moments pénibles où vos petits rangements rassurants et catégories familières volent en éclats. Expérience décourageante pour les amateurs de certitude. Je me trouvais soudain confronté avec l'image d'une brutalité première, tapie au sein de la nature, et dont on préfère oublier la présence souterraine entre deux manifestations meurtrières.
Ce qu'on appelait jadis l'humanitarisme s'est toujours trouvé pris dans ce dilemme entre l'amour des chiens et l'horreur de la chiennerie. Et je pensais donner juste ce moment-là, qui à mon avis fait aussi un raccord avec la fin du film. Attendez. J'ai vu des camarades fauchés, agoniser à côté de moi, mais lorsque je voudrais me rappeler ce que peut être une expression de désespoir, d'incompréhension et de souffrance, c'est dans ce regard de chien que j'irai le chercher. Voilà, c'est juste ces deux petits passages. Ben, ça vous va ? Merci beaucoup. Pour monsieur qui veut voir des films de Fuller, je vous conseille Shock Corridor sur la folie. Je vous conseille donc The Big Red One, Au-delà de la gloire sur le débarquement. Ce sont ces deux films les plus formidables. Et alors je vous conseille absolument deux westerns. Le Jugement des flèches. Alors l'histoire est absolument hallucinante. C'est un soldat sudiste qui est écœuré par la guerre, écœuré par ce qui s'est produit et qui lui-même donc par les Yankees, et qui décide d'aller dans le camp des Sioux pour attaquer les Yankees. Sujet fullerien par excellence. Film complètement baroque, mais vraiment sublime. Et alors je vous conseille aussi, comme film de guerre, alors sinon je vous conseille un polar qui est très particulier, qui s'appelle L'enfer de la drogue. Alors ça c'est le titre français, mais qui s'appelle en réalité Pick Up on South Street avec Richard Widmark. Alors c'est un film qui a une histoire très particulière. C'est un film qui est violemment anticommuniste, et Fuller était violemment anticommuniste. On va dire, c'est vraiment sa limite. Vraiment, il peut l'être, voilà, pas avec des pincettes. Et c'est un film qui a été remodelé en France. On a fait une version française où en fait les communistes devenaient des trafiquants de drogue. Et donc Pick Up on South Street est devenu le port de la drogue, qui devient une histoire en fait de trafiquants de drogue qui n'a plus du tout en fait la force du réquisitoire. C'est un film. C'est un des grands films noirs un peu in situ qu'on ait fait dans les années 50. Et sinon il y a également The Naked Kiss sur l'histoire d'une prostituée qui veut aussi changer de vie, et qui est un film visuellement dingue, mais dingue. À un moment donné, il y a des bagarres entre la prostituée et un de ses souteneurs, et à chaque fois, il remettait la caméra sur le corps de ses acteurs pour offrir le mouvement de la bagarre entre eux. Mais à chaque fois, vous voyez, que ce soit... Alors, les westerns, évidemment, c'est pour aller... Qu'est-ce qui s'est passé à l'origine de l'Amérique ? C'est vraiment le sujet, mais quand on est dans les polars, dans les films noirs qu'il a fait, ou dans les films de guerre, c'est son expérience qui revient. Il y a vraiment une dimension autobiographique à son cinéma qui est très très importante, et lui-même, quand il a commencé à écrire ses premiers romans dans les années 30, s'inspirait de faits divers pour aller dans des milieux où il pouvait aller enquêter. Et je crois que son premier roman, c'est sur une condamnée à mort américaine qui avait un enfant dans le ventre, par exemple. Ensuite, il a enquêté sur l'insémination artificielle. Puis ensuite, il a enquêté sur les prostituées. Il a enquêté sur l'argent des cosmétiques. Vous voyez ? Donc, à chaque fois, il invente des histoires, mais excité par des faits divers, excité par ce monde qu'il va visiter. Et quand il raconte les histoires de prostituées dans The Naked Kiss, c'est parce qu'il connaît ce monde-là, et il le dit d'ailleurs dans les entretiens qu'il a donnés à Sim Solo et Narboni. Il dit moi, j'avais le droit d'en parler. Moi, j'étais sans doute le seul cinéaste qui savait ce que c'était qu'une prostituée, alors que les autres d'habitude, ils font de la légende, quoi. Voilà. Et une chose que vous verrez dans son cinéma qui est aussi très étonnant par rapport au cinéma classique américain, c'est qu'il n'y a pas de héros chez Samuel Fuller. Il n'aime pas les héros, et il pense toujours que soit on est héros parce qu'on est pris dans le feu des événements, et donc on ne réfléchit pas et qu'on fait les choses dans le feu des événements, ou alors qu'il y a des gens qui simplement veulent accomplir des actes héroïques. Et il se méfie toujours. Et c'est le grand truc aussi de son cinéma, c'est aller même au-delà des apparences. Il dit en fait, nous avons tous un troisième visage. On a le visage de façade, on a le visage un petit peu derrière, qu'on va finir un petit peu par découvrir dans l'intimité d'un couple, par exemple. Il dit le troisième visage, c'est le grand secret. C'est le grand secret, c'est notre maîtresse à tous. Et il dit, et ça, rien ne pourra dévoiler ce troisième visage, même le cinéma. Voilà. Merci beaucoup.